Bonsoir à tout le monde. Voilà, bienvenue à chacune ici à ce webinaire. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Donc, juste pour le début, n'hésitez pas à ouvrir votre caméra si vous le souhaitez, si vous le pouvez. Et puis, comme d'habitude, on va faire un petit round en attendant que les participants arrivent, juste dans le chat pour me dire si vous me voyez et vous m'entendez bien. Voilà, j'ai juste le chat qui est là. Est-ce que vous me voyez et vous m'entendez comme il faut? Voilà, c'est tout bon. Parfait. OK. Donc, voilà, on a déjà une partie des participants. Donc, bonsoir, bienvenue à un nouveau webinaire ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir Clémentine Duplan. Bonsoir Clémentine. Bonsoir, bonsoir à toutes et à Voilà, tous. c'est un grand plaisir d'accueillir. On va parler ce soir de l'apport de l'ostéopathie dans le cas de l'endométriose. On a déjà eu plusieurs webinaires effectivement sur l'endométriose que vous avez peut-être déjà suivis ou que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube Clinique Suisse TV. Et puis, l'endométriose, la prise en charge, c'est effectivement pas juste un spécialiste, un gynécologue ou un chirurgien, mais c'est une prise en charge globale où l'apport de chaque personne voilà, va venir apporter sa pierre à l'édifice. Donc, Clémentine, peut-être je vous laisse vous présenter et puis ensuite on va démarrer sur les sujets de ce soir. Merci beaucoup. Donc, je suis Clémentine Duplan, je suis ostéopathe à Lausanne. Je pratique l'ostéopathie depuis 16 ans et je me suis spécialisée il y a une dizaine d'années dans le suivi ostéopathique de la santé de la femme en général. Et donc, dans ce cadre-là, je reçois quand même beaucoup de patientes atteintes d'endométriose. Et donc, c'est à partir de mon expérience que je vous ai préparé une petite présentation. Voilà, ce n'est pas exhaustif, mais on suivra avec des questions, on laissera le plus de temps possible aux questions. Voilà, absolument. Merci beaucoup. Donc, effectivement, les webinaires sont interactifs, donc il faut pas hésiter à mettre vos questions dans le chat. Amélie, qui est en back-office, va les recueillir. On va essayer de répondre au fur et à mesure. Donc, si voilà, on va un peu les regrouper par trois pour éviter d'arriver à la fin avec toute une série de questions et puis on n'est plus sur le live. N'hésitez pas voilà, à intervenir. Peut-être juste avant qu'on commence, peut-être juste dans le chat, est-ce que vous pouvez juste mettre oui ou non si vous êtes concerné par l'endométriose, si vous avez été concerné, oui ou non. Comme ça nous donne déjà une petite idée. Et puis peut-être, si c'est non, est-ce qu'il y a un membre de votre entourage, une membre de votre entourage qui a été voilà, concerné. Donc, merci de le mettre dans le chat. Ça permettra aussi pour nous de savoir dans l'audience ce qu'il en est. Ça peut être des amis, ça peut être la famille. Il faut savoir qu'effectivement, l'endométriose concerne une femme sur 10 au moins. Hein. Ça dépend aussi des statistiques. Donc, voilà, sans plus attendre, on va démarrer. On va parler de comment l'ostéopathie peut venir soulager les douleurs pelviennes, puisqu'il s'agit de ça. Donc, voilà, la scène est à vous, Clémentine. Très bien. Alors, merci beaucoup. Je vais faire un petit partage d'écran pour que vous puissiez avoir aussi accès à la présentation. On va juste faire une petite mise en place. Voilà, on va tac, et la lire à partir du début. Euh, comme l'a dit le docteur Martinec, l'approche de l'endométriose, à mon avis, se doit d'être vraiment pluridisciplinaire, c'est-à-dire un vrai travail d'équipe. Est-ce que je vais juste enlever ça? Voilà, très bien. Ok. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui, ça va bien, on voit bien.
Ok, très bien. Tac. Donc, la question que mes patientes me posent quand elles viennent me voir parfois la première fois, c'est d'où viennent mes douleurs. Parce qu'on leur a expliqué que l'endométriose est une maladie inflammatoire. Elles savent qu'elles ont du tissu qui est censé appartenir à l'intérieur de l'utérus, qui a migré à l'extérieur et qui s'est déposé sur d'autres structures, et que ce tissu saigne avec chaque cycle, chaque règle, ce qui crée une rétraction et donc des adhérences dont on parle beaucoup dans l'endométriose. Mais elles ne comprennent pas toujours exactement de quelle structure proviennent les douleurs. Donc, l'inflammation et les adhérences peut toucher déjà le passage des nerfs. C'était une patiente, j'ai les nerfs parce que j'ai vraiment une patiente il y a 2 semaines qui, quand elle est venue, s'est assise et m'a dit, mais j'ai les nerfs, et c'était Ouais. vraiment ça. Et là, on comprend que si une lésion d'endométriose, même légère, même petite, même toute focale, si cette lésion touche un nerf, elle pourra générer de fortes douleurs parce que dans ce cas-là, c'est le nerf qui a mal en fait. L'irritation des nerfs et l'inflammation des zones vont créer de fortes tensions au niveau des muscles et des fascias. Donc les fascias, ce sont les tissus vraiment conjonctifs qui recouvrent toutes les structures du corps, depuis sous la peau, autour des muscles, autour des organes, etc., et qui sont des zones de passage pour le système lymphatique et le système circulatoire en général. Donc, ces irritations des nerfs et cette inflammation vont créer des tensions musculaires et au niveau des fascias. Et également, la perte de mobilité des organes pourra être due aux adhérences, pourra être également source de douleur. Donc, dans ce cadre-là, que fait l'ostéopathe? Alors, le travail de l'ostéopathe, il va être à la fois local et global. Donc, localement, le but va être de redonner de la mobilité aux structures qui en ont perdu, d'assouplir les muscles et les fascias qui se sont rétractés et de détendre également toutes ces zones. Alors, bien sûr, on va faire un diagnostic ostéopathique qui va être en fonction de chaque patiente, parce que chaque patiente va venir avec une historique totalement différente, des antécédents totalement différents, et donc on ne peut pas dire qu'il y a une recette ostéopathique, bien sûr, pour chaque patiente atteinte d'endométriose. Mais dans l'ensemble, le but va être de s'assurer que la mobilité de toutes les articulations du bassin soit correcte, que les hanches, la mobilité des hanches soit également correcte et des vertèbres lombaires. On va détendre les zones de passage du système nerveux, assouplir et détendre les muscles et les fascias, détendre les zones de passage des artères et des veines et remobiliser les organes internes du bassin et éventuellement aussi les organes de l'abdomen qui ont été touchés. Donc, Alors là, si je oui, comprends bien, c'est important aussi de dire que on a des éléments qui sont, voilà, inflammatoires dans le bassin, mais oui, finalement, ben, ça a toute une répercussion plus haut, hein, n'est-ce pas? exactement, exactement, C'est parce que ça. l'endométriose va. Ben, j'ai eu encore il y a un mois une patiente qui en fait la seule douleur d'endométriose qu'elle a, c'est une douleur qui est au niveau du foie. Voilà, en Hmm. fait, elle a des lésions d'endométriose au niveau du diaphragme et de la capsule du foie. Et donc, elle, les douleurs qu'elle a, mais qui sont très importantes, sont dans cette zone-là. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va vraiment adapter l'approche ostéopathique à chaque patiente, quoi. Donc là, je vous ai mis juste une ou deux slides d'anatomie, on a oublié les noms compliqués, juste pour qu'on se rende compte en fait de comment les nerfs ici en jaune et les artères ici en rouge sont organisées et comment elles traversent, en fait, ces structures vont traverser les zones musculaires, les zones faciales. Et là, on peut comprendre aussi comment les tensions musculaires et faciales peuvent créer des compressions au niveau du passage. Donc là, on a une vue du bassin depuis le bas, hein. Donc on a l'entrée vaginale ici, ici c'est l'anus, et on imagine bien qu'à l'intérieur, on a ce même réseau de nerfs et d'artères en fait qui s'entremêlent avec les structures faciales, musculaires et les structures de soutien des organes. Là, cette slide pour vous montrer quelque chose qu'on utilise beaucoup en ostéopathie et en physiothérapie, hein, parce qu'il n'y a pas que les ostéopathes qui vont travailler sur ces zones-là. C'est la notion de point trigger au niveau des muscles du petit bassin. Donc, les points trigger, ce sont des points de tension chronique au niveau du muscle qui sont connus, qui sont décrites, hein,
et qui vont donner en fait des douleurs qui ne sont pas locales, là où le muscle est tendu, mais à distance. Donc là, on voit par exemple ces points, cette petite croix là, ces points trigger sur certains muscles du plancher pelvien qui donneront par exemple des douleurs au niveau de la zone du sacrum, d'autres points trigger ici au niveau des muscles à l'intérieur de la hanche qui donneront des douleurs au niveau de nouveau du sacrum et de l'arrière de la cuisse. Donc, pour vous expliquer que on aura une action aussi à ce niveau-là en ostéopathie. Donc, pour avoir une action à ce niveau-là, on va utiliser en partie des techniques dites internes, c'est-à-dire un petit peu comme les physios quand elles font de la rééducation du plancher pelvien, on va travailler en technique intravaginale pour avoir accès aux structures auxquelles on n'a pas accès autrement. Et également parfois par voie intrarectale, s'il y a par exemple des blocages du coccyx, le coccyx étant une zone de stabilité, d'organisation très importante au niveau de la structure et aussi du système nerveux du petit bassin. Je compléterais, je dirais aussi ce qui est Oui. important par rapport à ces trigger zones, surtout dans les régions que vous avez montrées. Parfois, c'est vrai qu'on peut avoir de l'endométriose infiltrante. Donc, voilà, on va pas aller dans les détails ce soir, mais comme vous savez, il y a 4 stades et puis on peut avoir des stades effectivement qui vont aller en profondeur vers les nerfs sacrés, qui vont pouvoir infiltrer et qui vont aussi causer des douleurs. Donc, c'est important des fois de savoir. J'ai des patientes qui, on va faire des IRM. Il n'y a rien du tout qui ressort à ce niveau-là, Mm. mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de douleur, notamment à cause de la fibrose, hein, c'est ce dont vous allez parler. Puis c'est là aussi où l'ostéopathie est importante parce qu'on peut ne pas avoir de lésions d'endométriose, il peut y en avoir, hein, on peut avoir des lésions infiltrantes qui peuvent faire des douleurs assez similaires, mais on peut aussi avoir des douleurs extrêmement fortes dans ces régions. Et puis, ça déclenche justement ces douleurs. Voilà, je voulais juste encore ajouter Oui, ceci. oui, très juste. Et d'ailleurs, je pense que la patiente actuellement que je suis pour de l'endométriose qui a le plus de symptômes a une endométriose de stade 1, par exemple. Et elle me disait, mais je ne comprends pas, et ma famille ne comprend pas, mon entourage ne comprend pas. J'aurais préféré qu'on me diagnostique une endométriose de stade 4. Ça aurait expliqué pourquoi je Absolument. souffre autant, en fait. Donc ça, il faut bien le Oui, comprendre. Il n'y a pas de relation entre le degré d'atteinte et les symptômes dont souffre la personne. Enfin, je pense que... absolument. ouais. Ouais, oui. Vous allez en parler un petit peu plus loin, mais c'est vrai qu'il y a cette sensitivisation qui est là des nerfs et puis que effectivement, la douleur est propre à chaque être. Et puis c'est vraiment important de faire cette corrélation. On a toujours Mhm, tendance à, où les femmes, je vois certaines de mes patients, mais j'ai que un stade 1, je ne comprends pas pourquoi j'ai aussi mal. mhm, ouais, tout à fait. Donc, on a parlé de la prise en charge locale. Si vous avez des questions, on y répondra après, parce que c'est très succinct, hein, Oui. mais voilà, Mettez-les dans le dans le chat, hein, chat. faut pas hésiter. Ok. Voilà. Mhm. Et donc, la prise en charge donc, localement au niveau du bassin et également le travail de l'ostéopathe, quelle que soit d'ailleurs la chose que l'ostéopathe va traiter, hein, c'est aussi de faire une prise en charge globale. Donc, un bilan de la posture entière, la manière dont la patiente va poser les pieds au sol, la manière dont le bassin est organisé en avant, en arrière, la tonicité des muscles abdominaux, comment le diaphragme qui sert à respirer fonctionne, comment la tête est positionnée par rapport au cervical, qui va après déterminer en fait tout l'axe de la posture. Donc, on va effectuer ce bilan de la posture. Le but, ça va être de libérer la respiration et de libérer toutes les zones de passage clés du système nerveux et en particulier du système nerveux autonome dont on va parler un petit peu plus tard. Euh, donc, avant qu'on parle de comment ça va s'articuler avec le suivi médical de la patiente, je vais juste vous montrer cette slide-là. Donc là, sur cette image, juste pour qu'on se rende compte, sans rentrer dans les détails, à quel point, par exemple, tout est lié. Donc la manière dont la patiente va ici articuler son crâne avec sa première cervicale va venir affecter en fait tout l'équilibre de la colonne, ce qui pourra donner des zones en fait d'hyperpression au niveau abdominal, ce qui favorisera une congestion veineuse, par exemple, qu'on veut absolument éviter si le but, c'est de diminuer l'inflammation au niveau du petit bassin. Donc, le travail va se faire à tous ces niveaux. Et pour revenir sur la slide d'avant, donc
L'ostéopathie, ça va être important, ça je pensais que c'était important de le mettre là, qu'il y ait une prise en charge si la patiente décide d'avoir une chirurgie, une prise en charge bien sûr après la chirurgie pour travailler sur ces zones de fibrose, mais également avant pour pouvoir anticiper en fait et faire ce travail postural en amont. Et pour qu'ensuite la structure soit la plus optimisée possible et une capacité de récupération la plus optimale possible en post-chirurgicale. Et également que la prise en charge de l'ostéopathie pour l'endométriose, c'est pas une prise en charge courte. Ça, c'est clair que c'est pas une ou deux séances. Moi, j'ai réfléchi aux patientes que j'ai suivies les 6 derniers mois. Enfin, en fait, pas les 6 derniers mois, toutes ces dernières années, mais la prise en charge, elle est en moyenne de 6 mois à 24 mois, je dirais, avec ben, souvent une chirurgie au milieu, etc. Euh, donc voilà, juste pour vous donner une idée aussi du cadre du suivi. Mhm. Je dirais effectivement, pour rebondir là-dessus, la chirurgie, l'ostéopathie avant, faut savoir qu'un tissu endométriosique, c'est une congestion pelvienne, c'est une inflammation. Et puis quand il y a de la congestion et de l'inflammation, il y a l'oxygène qui est bas, donc l'oxygénation des tissus. Donc un travail qui est en amont, eh bien au niveau de la chirurgie, quand il y a eu la chirurgie, le fait qu'il y ait déjà une circulation qui soit un petit peu améliorée, bah, ça va aider avec la récupération. Et puis après, généralement, c'est quelques semaines après la chirurgie, c'est pas immédiatement, mais de revenir en arrière et puis de travailler justement sur cette fibrose et ces contractions. C'est vrai qu'avec la chirurgie, on va pouvoir traiter en partie la fibrose. Moi, je le traite avec le laser. Je vais enlever les tissus. Il y a beaucoup d'endroits, des fois, qui sont même sans endométriose, mais quand on analyse le tissu, présentent ce qu'on appelle des myofibroblastes. C'est comme des petits muscles comme ça, et puis qui vont se contracter, qui sont aussi hormonosensibles. Alors, soit on peut les enlever au moment de la chirurgie, soit aussi c'est de les traiter. Mais le fait de venir avec l'ostéopathie, euh, même qu'on ait enlevé les lésions d'endométriose, hein, j'explique ça régulièrement à mes patientes, j'avais encore cette question cette semaine, mais enfin, vous m'appellerez, j'ai encore mal. Ben oui, parce que il y a cette fibrose, et puis c'est là justement où les connaissances ostéopathiques dont Clémentine nous parle, justement, vont permettre de réduire ces parties contractiles. Donc, c'est extrêmement important de l'impliquer dans le traitement. Oui, Voilà. et moi je travaille aussi souvent quand il y a besoin avec des physios aussi, hein, des physiothérapeutes spécialisés les traitements en interne, parce que c'est vrai que dans les cas où la fibrose a été, enfin que c'est important, c'est vraiment bien d'allier les deux. Le travail est quand même différent et je trouve que l'alliage des deux est vraiment très utile aussi. Donc, Absolument. Clémentine, Igor, je me permets de vous interrompre. Il y a deux personnes dans le chat qui nous disent qu'elles ne savent pas à quel stade d'endométriose elles en sont. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que les femmes peuvent évaluer en fait le stade, le degré de la maladie? Oui. Alors, il y a plusieurs choses. Ça dépend des investigations qui sont faites au début. Donc, on va pouvoir, dans certains cas, déjà évaluer un stade au niveau radiologique. Si donc ce stade peut être détectable, généralement c'est par IRM. IRM va pouvoir nous dire, et c'est quand même important, je l'ai parlé dans d'autres webinaires, de savoir que tout ce qui est imagerie va être positif. Donc, il y aura 30% des cas où on va voir ce qu'on appelle des faux négatifs, c'est-à-dire qu'on va rien voir, mais il y aura quand même des douleurs. Mais par contre, si c'est de l'endométriose stade 3 ou 4, clairement, la 2, des fois, on la voit pas, la 1, on la voit quasi jamais. Donc, il y aura déjà un premier staging radiologique. Et puis, enfin, un staging qui va être fait au moment de la chirurgie. On va pouvoir comparer est-ce que ce qui a été vu, d'ailleurs, on en parle avec les radiologues, hein, est-ce que ce que j'ai retrouvé à la chirurgie va être la même chose que ce que j'ai retrouvé à la laparoscopie? Et le staging final, donc il va être fait par laparoscopie, et puis il va pouvoir, typiquement le 1, ça va être la surface, ça va être juste le péritoine, mais le péritoine, c'est cette membrane dans l'abdomen qui est hyper sensible, hyper douloureuse. Et puis ensuite, bah, il y a différents degrés d'envahissement des organes et puis des différentes structures. Donc ça va être, il y a un staging radiologique et ensuite un staging final
qui est définitive. Donc ça dépend, effectivement, si vous savez pas, peut-être juste de dire est-ce que vous avez eu une chirurgie ou pas. Parce que c'est difficile d'avoir un staging complet s'il n'y a pas eu de chirurgie. Voilà. Je sais pas si ça répond, ou Clémentine, je sais pas si vous avez Non, autre non, non, chose. non, 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 absolument, absolument. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Donc, on, on va pouvoir Donc, continuer. N'hésitez pas à mettre encore des questions, hein. ok. Euh, alors, donc, la notion dont le docteur Martinec a parlé juste avant, la notion de sensibilisation centrale, elle est très importante à comprendre et souvent, elle n'est pas complètement expliquée ou partiellement expliquée aux patientes, à mes patientes quand elles arrivent. Amélie va vous mettre dans le chat un article que je trouve intéressant d'un physiothérapeute canadien sur la sensibilisation centrale et la douleur pour lire, vous renseigner un petit peu plus si vous voulez. Donc à terme, ce qui va se passer, et ça relativement rapidement, c'est assez rapide hein, de mettre en place une sensibilisation centrale, c'est que les nerfs touchés au niveau du bassin ou de l'abdomen vont envoyer continuellement en fait leur message douloureux au cerveau. Et le cerveau va développer une mémoire de la douleur. Pas que le cerveau, d'ailleurs, c'est les circuits de transmission, donc des nerfs vers le cerveau, qui développent une mémoire de la douleur. Et donc à ce moment-là, et ça c'est important de le dire, la douleur, elle n'est pas dans la tête, elle part du corps. Mais le cerveau va développer une hypersensibilité qui augmentera l'information douloureuse et qui pourra faire que la douleur peut toujours être présente, parfois même quand toutes les lésions sont supprimées par la chirurgie. En fait, c'est vraiment la mémoire de la douleur qui va faire que la patiente peut continuer à avoir mal parfois, même après la chirurgie. Et c'est là, je ne sais pas si vous avez autre chose à dire là-dessus, docteur Martinec, parce que Oui, ça, ouais. ben, c'est un peu ce qu'on discutait avant, hein. Donc, il y a eu, voilà, dans les différents consensus, hein, il y a des personnes qui vont attendre pour la chirurgie. Ça dépend aussi qui est-ce qui consulte, comment est-ce qu'on va. Mais c'est vrai que la tendance maintenant, effectivement, déjà, le plus précocement on peut diagnostiquer l'endométriose, eh bien, le mieux c'est. Ça, je crois que c'est un message qui passe maintenant de plus en plus, même si voilà, on a encore, je vois énormément de femmes chaque semaine qui ont passé, on leur dit, bon, bah voilà, c'est normal d'avoir mal, tout ça. Ça dépend jusqu'à quel degré des fortes douleurs. Mais pour revenir là-dessus, le plus on va attendre, le plus il y aura une sensibilisation. C'est un peu comme un seau qui se remplit. Et puis, bah donc il faut savoir, dans les nerfs, il y a des nerfs qu'on appelle les fibres C, qui sont les fibres qui vont transmettre la douleur, qui ne sont pas les mêmes que la pression, et ainsi de suite. Donc, en attendant, il y a deux éléments. C'est que si la maladie progresse, bah, on va augmenter la fibrose, donc cette fameuse contractilité, cette congestion pelvienne. Et deux, on va augmenter donc cette sensibilisation, ou même avec des petits appuis, ça va faire sursauter. Donc, c'est important d'avoir une prise en charge précoce. À mon sens, et je ne le dis pas parce que je suis chirurgien, mais on peut déjà avoir un diagnostic et intervenir de manière mini-invasive, de manière relativement précoce. Bien sûr, il y a certains stades avant, ça veut dire peut-être d'essayer pilule ou d'autres moyens naturels, pourquoi pas de l'ostéopathie au début, mais si ça persiste, c'est vraiment important d'aller voir ces lésions, de les enlever, et ceci permet de réduire même des stades 1, mais qui ont été présents avec, j'ai des patientes, ben, dès l'âge de 12-13 ans, il y a eu des douleurs. Maintenant, on parle beaucoup, de plus en plus de l'endométriose de l'adolescente, qui est quand même présente. Ben, le plus on va attendre, le plus cette sensibilisation va arriver, et puis le plus ça sera et il faudra de temps pour pouvoir réduire, c'est des questions de gateway, comme on dit, c'est dans les nerfs, de réduire cette sensibilisation. Voilà. Et moi, j'irais même plus loin parce que au début de ma carrière, j'ai commencé ma carrière en Angleterre et à l'époque, les laparoscopies, donc les opérations se faisaient déjà moins et elles étaient beaucoup plus lourdes. Donc c'est vrai que je voyais des patientes qui avaient beaucoup d'adhérence due à la laparoscopie, qui avaient beaucoup de douleurs, etc. Donc maintenant, ça a beaucoup changé. Vous expliquez au dernier webinaire, docteur Martinet, que c'est des opérations qui se font au laser pour brûler les lésions, etc. Donc c'est beaucoup moins invasif. Mhm.
Et je note quand même dans ma pratique maintenant que là où on a les meilleurs résultats, c'est avec des patientes qui ont eu, en plus du travail d'équipe dont on va parler après, une opération. Voilà, quand il y avait bien sûr beaucoup de douleurs ou des questionnements de fertilité. Mm. Je crois Voilà. que ouais, c'est un Ouais. point essentiel, hein, de nouveau, c'est un travail d'équipe, mais effectivement, souvent le mot chirurgie peut faire peur ou on s'inquiète, on voit des grosses cicatrices, on voit. Alors, première chose, c'est important d'aller vers des personnes qui sont des chirurgiens qui sont spécialisés. La deuxième chose, c'est qu'il est possible d'intervenir avec des toutes petites ouvertures. La majorité du temps, c'est de l'ambulatoire. Évidemment, si dans l'imagerie préopératoire, on voit que ça va être un gros stade, qu'il y a des envahissements des différents organes, ou du rectum ou de l'intestin, ben, on prévoit différemment. Mais la majorité de ces chirurgies sont en ambulatoire et c'est quelque chose qui est vraiment léger, hein. Donc les femmes arrivent le matin et peuvent partir le soir. Et la deuxième chose importante, je tiens à l'amener là-dedans, c'est que dans le travail d'équipe, souvent on oublie, c'est la personne qui analyse les tissus, ce qu'on appelle le pathologue. Et en analysant les tissus, maintenant, de plus en plus, on voit que l'endométriose a des caractéristiques qui peuvent être semblables à des tumeurs, hein, même si ce n'est pas une tumeur. Il y a des récepteurs aux hormones et il y a une carte d'identité qui peut être établie par des analyses immunohistochimiques qui vont dire, ben voilà, voilà la biologie, voilà le comportement. Il y a même des endométrioses qui ne vont pas réagir aussi bien aux pilules. C'est là aussi où c'est important. S'il n'y a pas de réponse à des pilules, c'est de savoir le tissu. Et donc, on peut tout faire Mm. effectivement en mini-invasif avant. Ouais, ouais, ça c'est vraiment important. Et du coup, donc voilà, donc quand on comprend ce phénomène de sensibilisation centrale, on comprend pourquoi c'est important que la prise en charge de l'endométriose soit faite par un travail d'équipe. Parce qu'en fait, on va devoir travailler autant sur l'inflammation locale que sur le cerveau au final. Et du coup, comment on fait ça? Comment est-ce qu'on va travailler une sensibilisation centrale quand elle s'est installée? Donc, quelle pièce de puzzle? On voyait là tout à l'heure, chaque professionnel va apporter sa pièce de puzzle à la prise en charge. Et j'ai mis cette question, faut-il que j'ai une hygiène de vie irréprochable? Parce que j'ai une patiente qui m'a dit quelque chose qui m'a fait rire, enfin rire. Il y a 2 mois, elle m'a dit, mais je suis condamnée à la vie saine. Alors, la question, c'est un peu ça. Est-ce qu'on est condamné à la vie saine ou est-ce qu'on peut faire les choses avec un petit peu plus de recul et puis de vraiment comprendre quel est le but de ce qu'on fait aussi? Le but, c'est pas d'avoir un régime alimentaire parfait, mais de nourrir les tissus, de nourrir le système nerveux. Donc, dans tous les régimes anti-inflammatoires dont on entend parler, on a l'impression qu'il faut tout le temps retirer des éléments. Il faut que j'arrête le gluten, il faut que j'arrête le café, il faut que j'arrête l'alcool, il faut que j'arrête tout ce qui est bon. Enfin, voilà, j'entends souvent ça. Mais en fait, on pourrait réfléchir en termes de il faut que j'ajoute des nutriments, il faut que j'ajoute des antioxydants, il faut que j'ajoute des choses qui vont me nourrir profondément, me calmer, dilater mes vaisseaux, calmer mon système nerveux. Donc, on peut réfléchir aussi aux choses autrement par rapport à ça. Et je pense que l'alimentation, c'est un peu le premier pilier de la prise en charge, on va dire, plus holistique de l'endométriose, et que c'est difficile de le faire seul. Donc moi, je conseille aux femmes quand même d'intégrer à leur équipe une personne spécialisée là-dedans. Ça peut être un nutritionniste, micronutritionniste, donc les spécialistes des micronutriments, des compléments alimentaires, du dosage, etc. Ça peut être un naturopathe qui s'est spécialisé, etc. Donc, moi, je suis ostéopathe, hein, je ne fais pas ce genre de choses, mais le grand principe, c'est que l'alimentation doit être anti-inflammatoire, qu'il est important de détecter, de combler les carences, que on parlera jamais assez de l'importance de nourrir son microbiote, donc de nourrir un microbiote sain, le microbiote étant l'ensemble des bactéries qui constituent donc dans le système digestif qui joue un très très gros rôle dans la modulation du système immunitaire, et de nourrir autant le ventre que le cerveau. Donc, un mythe dont j'aimerais parler, pour moi, c'est vraiment un mythe. Il n'y a pas pour moi de régime unique pour l'endométriose. Comme pour le traitement ostéopathique, il n'y a pas de recette, sinon on le saurait, qui marche à tous les coups
pour chaque personne atteinte d'endométriose et c'est pour ça que c'est important de se faire suivre par un professionnel parce qu'on va devoir détecter quels sont les aliments qui nous inflamment, quels sont les aliments auxquels on réagit, auxquels une autre personne atteinte d'endométriose ne réagira pas, qu'est-ce qui nous manque, enfin voilà, etc. Et ça prend un petit peu de temps, ça demande de la patience et ça demande, je pense, d'être suivi par un professionnel spécialisé dans la prise en charge de l'endométriose ou des troubles hormonaux. Voilà. Donc, oui. On a 2 questions dans le chat. Alors je vais les prendre dans l'ordre, vous les traitez comme vous voulez. Donc c'est Feriel qui nous apporte son témoignage, qui nous parle de sa situation personnelle. Elle nous dit qu'elle a une endométriose avec un kyste au niveau de l'ovaire gauche, une adénomiose et des adhérences au niveau de l'ovaire, au niveau du rectum et au niveau de l'utérus. Et malgré le traitement, elle est toujours en souffrance, avec notamment des sensations de coups de masse au niveau du rectum. Donc, est-ce que vous avez des conseils peut-être pour Feriel? Et ensuite, on a une deuxième question. Est-ce qu'une consultation d'ostéopathie peut permettre de dépister que des douleurs puissent être des douleurs d'endométriose sans que la patiente ait elle-même des indices ou sans que la patiente n'en ait elle-même conscience. Donc, en fait, est-ce que tu peux, toi, en tant qu'ostéopathe, orienter éventuellement tes patientes vers des diagnostics d'endométriose quand tu détectes certaines choses? Oui, oui. Alors, peut-être on répond dans l'ordre. Je ne sais pas si vous avez une réponse à la première question. La première question, j'ai juste besoin d'une petite précision. Est-ce qu'il y a eu, donc c'était malgré le traitement, c'est un traitement chirurgical? Oui, non. Juste peut-être comme ça, moi je peux vraiment juste mettre oui ou non. Comme ça, je peux Ça a un faire le peu coupé, traitement. Igor. Est-ce que tu veux bien nous répéter la question, s'il te plaît? La Parce qu'on question, est... c'est juste, est-ce que c'est pas de chirurgie? Voilà, je viens de voir. Donc, c'était un traitement médical, c'est juste. Comme ça, je vais pouvoir être encore plus spécifique. Pilule ou pas? Juste le mettre. Voilà, Sudienogest. D'accord, parfait. Donc c'est une hormone qui est effectivement du groupe des progestatifs. Donc il y a deux choses. C'est effectivement dans la prise en charge, il faut voir ça comme des marches d'escalier. La première, ça va être la consultation, les antidouleurs. Si la patiente est ouverte, effectivement, des traitements hormonaux qu'on peut donner sur une période. Le Dienogest, c'est un progestatif, donc une des hormones, une progestatif synthétique qui a une action pour essayer d'atrophier le tissu endométriosique, donc le rendre plus fin, afin que ces règles hors utérus, soient le moindre possible. Maintenant, tout à l'heure, j'ai parlé de l'importance du pathologue dans l'analyse des tissus, puisqu'il va permettre de dire est-ce que ce tissu est sensible aux hormones ou pas. Donc, s'il y a toujours des douleurs, il y a des kystes et des adhérences. Donc, c'est tout à fait judicieux de commencer pendant quelques mois avec une pilule, voir un petit peu comment la réponse va se faire. S'il n'y a pas de réponse, il y a plusieurs raisons. Donc, soit c'est que le tissu lui-même ne va pas être sensible à cette hormone. Et puis également, s'il y a déjà des adhérences, donc les adhérences, c'est comme des colles, les organes sont collés, c'est comme si vous avez du chewing-gum et puis les choses sont collées ensemble dues à l'inflammation et à la fibrose, comme on en parlait tout à l'heure. Et là, dans ces cadres-là, les, les hormones ne vont pas agir là-dessus. Donc ça veut dire qu'il y a un traitement qui est de premier niveau, qui a été mis en place, qui est judicieux. Et puis, s'il n'y a pas de réponse, après, c'est à vous de voir quelle direction ou comment est-ce qu'on va vous orienter. Ça peut être effectivement de faire appel à l'ostéopathie au début pour un petit peu décongestionner. S'il y a un souhait encore de peut-être pas tout de suite faire appel à la chirurgie. Et puis après, dans un deuxième temps, effectivement, on avait parlé de cette sensibilisation. Disons, si ça fait longtemps qu'il y a des douleurs, j'irais quand même plutôt, je conseillerais plutôt d'aller vers une chirurgie. Et puis à ce moment-là, on va pouvoir libérer les adhérences, analyser le tissu et puis vraiment aider ensuite avec une décongestion, peut-être voir aussi la fertilité, s'il y a un souhait de fertilité.
Et puis, comme on disait tout à l'heure, le fait d'intervenir en amont, hein, eh bien, on va éviter effectivement que la maladie progresse. Donc, ça veut dire, pour répondre à la question, c'est un premier palier. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez encore rajouter quelque chose par rapport à cette question, Clémentine. Ben, que parfois, j'ai des patientes qui, ce premier palier suffit. Ouais, C'est-à-dire elles vont trouver la bonne pilule, ça va leur convenir. Parfois pendant de longues années, parfois il n'y a pas besoin de plus, parfois ça convient et tout d'un coup, on ne comprend pas forcément toujours pourquoi ça ne convient plus. Donc c'est là, comme disait le docteur Martinet, qu'il convient vraiment de mettre en place peut-être cette équipe hein, dont on parle, y compris de prendre, à mon avis, en tout cas moi c'est ce que je conseillerais à une patiente qui vient avec ce genre de questions, de prendre l'avis d'un chirurgien spécialisé dans ce domaine. Donc ça, c'est pour répondre à cette question. Et la deuxième, c'était est-ce qu'il est possible de se douter, en tout cas, d'une endométriose quand la patiente vient pour une consultation ostéopathique, hein, si je me rappelle bien. c'est ça. C'est ça, hein. Alors oui, absolument. Bah, déjà, il y a un tableau clinique qui peut être vaste, hein, mais moi, si par exemple j'ai une patiente qui vient avec bah, bien entendu des douleurs de règles qu'elle a depuis longtemps, des douleurs à l'ovulation, des troubles au niveau de la vessie, des douleurs au rapport, des migraines, hein. Ça, c'est aussi un symptôme qu'on a très souvent, dont on parle peu, de fatigue, d'épuisement chronique. Ça, c'est aussi un symptôme dont on ne parle pas assez. Donc, j'aurais déjà un petit peu l'oreille ouverte hein, par rapport à ça. Et ensuite, quand on fait un bilan manuel interne, ça m'arrive régulièrement de sentir c'est comme des petites têtes d'épingle. Vraiment, la sensation, c'est comme des petites têtes d'épingle sur certaines structures, certains ligaments qui sont souvent très douloureuses, hein, une douleur vraiment qui peut faire sauter la patiente au plafond un peu, hein. Et là, je peux me douter que ça peut être des foyers d'endométriose. Mais ça reste une suspicion et à ce moment-là, ben, moi, j'envoie très vite mes patientes confirmer ça chez des gynécologues qui sont vraiment bien formés à ça. Parce qu'il y a aussi parfois des patientes qui reviennent en me disant que on leur a dit que c'était normal d'avoir mal quand elles ont leurs règles, par exemple. Donc voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question, si vous avez autre chose à rajouter. Non, je crois que c'est juste, hein, surtout, peut-être que dans un début où il y a un petit peu moins de fibrose, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais il y a des zones très particulières hein, où l'endométriose va se situer, hein, dans la cloison recto-vaginale, sur les ligaments sacro-utérins. Il y a des zones spécifiques. Et puis, bah, effectivement, avec le toucher, moi, je le vois avec l'échographie, hein, quand je fais les échographies internes, c'est justement ces zones qui vont me permettre de placer l'échographe dans les zones et finalement aussi de pouvoir voir. Donc, c'est la même chose avec les mains, hein, c'est quand même des éléments qui vont permettre de faire des diagnostics. Ça sera peut-être un petit peu différent si c'est des endométrioses débutantes, mais si elles sont installées, bah, il y a effectivement cette fibrose des tissus. Tout à fait. Mais parfois, on peut avoir aucun signe hein, au toucher en interne Bien et sûr. même à l'échographie, avoir quand même une endométriose. Donc, il faut se souvenir que c'est pas une maladie qui est facile à diagnostiquer et que voilà, c'est toujours possible d'en avoir, même si les premières étapes d'examen sont négatives, quoi. Voilà. Euh, donc, un autre pilier de prise en charge dans ce travail d'équipe, ça va être de détente. Et là, ce que je vais proposer à mes patientes, c'est d'identifier les facteurs de stress principaux dans leur vie. Et ça va être vraiment dépendant de chaque patiente. Donc, parfois, il peut y avoir un rythme de travail-repos qui est déséquilibré, par exemple. Parfois, ce qui les stresse énormément, c'est les personnes proches qui ne comprennent pas ce qu'elles vivent en fait, ou qui pensent qu'elles dramatisent, ou voilà, qui comprennent vraiment pas ce qu'elles vivent. Parfois, ça va être qu'elles ont vraiment un réseau de soutien par rapport à leur vie quotidienne qui n'est pas suffisant et qu'elles ont une charge mentale trop élevée. Parfois, c'est au niveau du sommeil, de la qualité, de la quantité du sommeil qu'il va falloir agir, ou elles ont besoin d'outils pour la gestion de la douleur. Ou alors, il y a des traumatismes passés qui n'ont pas été
comment dire, travailler avec des spécialistes, donc des psychothérapeutes, etc. Parce que maintenant, on sait que les traumatismes passés peuvent favoriser la sensibilisation centrale. En fait, que le stress post-traumatique peut être un élément qui favorise la sensibilisation centrale. Et donc, on va passer un petit peu de temps à identifier avec elle, au début, un ou deux facteurs principaux qu'elle juge les plus importants. Et en fonction des facteurs identifiés, on va réfléchir à quel spécialiste on doit ajouter dans l'équipe. Donc, alors là, ça peut être large, hein, ça peut être un psychothérapeute, un hypnothérapeute pour avoir des, euh, des solutions de gestion de la douleur, une application qui va nous permettre d'avoir des exercices de respiration, de méditation, une femme de ménage, si c'est possible, ou enfin, des choses très simples en fait, hein, plus d'aide pour garder les enfants, s'il y a des enfants. Ou alors, carrément, comment expliquer à mon employeur ou aux personnes qui m'entourent ma condition. Parce que ça peut tout changer aussi quand il y a une compréhension qui s'installe entre la personne et son environnement. Donc là, ça peut paraître très large. De nouveau, c'est pas une présentation exhaustive, mais c'est pour vous expliquer qu'il peut y avoir vraiment pas mal de facteurs à envisager en fait pour en fait sortir le cerveau de cet état de survie permanent. Voilà. Ça, c'est la meilleure manière de l'expliquer. Euh, et donc, voilà. Donc, un autre des piliers très, très importants, la base hein, de la prise en charge, ça va être de bouger. Donc là, quel sport? Alors, des sports doux, hein, peu d'impact, on favorise, surtout s'il y a beaucoup de douleur, et des sports qui mettent en avant la respiration, de type yoga, qigong, la marche, le cardio en douceur. Quand on me demande combien de temps il faut que je fasse, moi, au niveau des études, on était sur 30 minutes 3 fois par semaine minimum. Et on sait maintenant que le sport diminue l'inflammation, améliore la circulation, l'humeur, la qualité du sommeil. Donc aussi dans ce sens de décongestionner, de désinflammer, etc., ça va être important d'avoir une activité régulière. Le soutien médical, un autre pilier, donc ça on en a déjà parlé, mais j'y reviens parce que je pense que s'entourer des bons spécialistes médicaux est primordial. Et bien sûr, un médecin généraliste hein, ou une médecin qui comprend l'endométriose, qui va savoir quand référer la patiente à un spécialiste quand c'est nécessaire. Et puis pour moi, même si la patiente ne prend pas la décision de faire une chirurgie, l'avis et le suivi d'un chirurgien spécialisé en endométriose est vraiment clé dans la prise en charge. Parce que c'est important de savoir où on en est, d'avoir les informations si on a besoin de prendre cette décision. Et parce que, comme je l'ai vu, moi, une chirurgie précoce peut permettre d'éviter ou de diminuer cette sensibilisation centrale, hein, d'éviter que les nerfs s'abîment, en fait, et de préserver la fertilité si c'est le désir de la patiente aussi. Une petite aparté sur le système nerveux autonome et la respiration. Donc, le système nerveux, autonome, pardon, c'est la partie du système nerveux qui gère les fonctions involontaires du corps. Par exemple, la respiration, la digestion, la tension artérielle. C'est le système qui va en permanence réguler nos états de détente et d'activité, ou de détente et de stress potentiel, etc. Et on sait que la douleur et la tension chronique, et toute douleur ou tension chronique, mais celle que l'endométriose crée, va affecter la régulation de ce système, ce qui va entraîner une fatigue chronique, encore plus de douleur, de l'anxiété, etc. Et là, la manière la plus facile de réguler ça, c'est la respiration. Vraiment, là maintenant, on a vraiment énormément de recherches qui se font là-dessus. Vous avez peut-être entendu parler de la cohérence cardiaque qui est une manière très simple et rapide de réguler son nerf vague. Donc le nerf vague faisant partie de ce système nerveux autonome, de la partie du système qui gère la détente. Et ça paraît extrêmement simple, mais se reconnecter à sa respiration par des exercices réguliers va permettre de vraiment, de nouveau, sortir le cerveau de cet état de survie permanente créé par la douleur, en fait. À ce sujet, il y a une application que Amélie va vous mettre dans le chat qui s'appelle Live, Lyv, qui a été développée en France avec de nombreux spécialistes de l'endométriose dans tous les domaines. Et cette application est vraiment super parce qu'elle permet à la patiente, à la personne d'organiser sa vie donc, le régime alimentaire, les recettes, la liste de courses, l'entraînement sportif,
combien de fois par semaine, quel entraînement, quel mouvement, etc. Avec toutes les dernières recherches scientifiques qui sortent sur l'endométriose, qui sont mises à jour au fur et à mesure. Et on a des articles qui expliquent justement, il y a un très très bon article sur le site internet de Liv sur l'effet de la respiration, sur le système nerveux autonome et la douleur. Il y a des exercices de respiration, des méditations, voilà, donc un tas de choses qui sont vraiment très très chouettes à utiliser. Donc profitons parce que pour l'instant, elle n'est qu'en français malheureusement. Donc voilà pour la fin de la présentation. Donc Amélie vous a mis dans le chat le lien pour l'application, l'article pour se renseigner un petit peu sur ce phénomène de douleur chronique et de sensibilisation. Et j'ai également rajouté juste le site de la Fédération des ostéopathes parce que il y a un travail qui est en train de se faire pour mettre en place ce qu'ils appellent un cercle de qualité dans la pratique de l'ostéopathie et des personnes formées dans la pratique de l'ostéopathie en urogynécologie. Et ça va sortir dans les prochains mois, ce sera disponible sur le site. On aura accès à la liste des personnes qui sont formées dans ce domaine pour que vous puissiez voilà, vous renseigner auprès des cabinets en question. Alors voilà, donc maintenant ça laisse la place aux questions. Magnifique. Je vais Oui, arrêter le partage effectivement, d'écran. merci beaucoup, hein. C'est vraiment, ça donne une vision, en tout cas, voilà, du travail que vous faites à côté. Ce que je voulais aussi mentionner, c'est que donc ça paraît un peu bateau, mais le stress de manière chronique va aussi, dans plein de maladies finalement, mais va agir sur le cortisol, hein, donc si vous voulez, initialement, donc un stress aigu, ça va être de l'adrénaline, c'est ce qui est nécessaire, mais avec le temps, le stress chronique va amener du cortisol et le cortisol, initialement, est utile, mais dans un deuxième temps, il va déréguler finalement tout ce qui est le système immunitaire. Hein, donc l'inflammation, eh bien, c'est des médiateurs de l'inflammation, c'est des petites molécules. Et eh bien, ça va aussi fragiliser les tissus, ça va avoir un effet inverse de ce que ça doit avoir, en tout cas dans les premières semaines. Et effectivement, le fait de la partie, j'ai des patientes hein, qui font du sport, qui mangent comme il faut, voilà, tout est nickel, mais dedans, il y a une tension absolument énorme. Et du coup, bah, il y a, voilà, ils mangent les antioxydants, tout. Qu'est-ce que ce serait effectivement s'il n'y avait pas? Mais ce travail aussi que vous mentionnez dans l'application, de pouvoir avoir un petit peu de pleine conscience, maintenant c'est en train de heureusement sortir. On a énormément de preuves scientifiques depuis un moment, mais le fait de travailler sur le vague, sur la respiration, sur le fait de calmer ces boucles qui sont au niveau du cerveau, ça fait aussi une cohérence interhémisphérique, va agir finalement par le système nerveux autonome, sur les glandes surrénales, sur l'ensemble des fonctions. Et de nouveau, c'est quelque chose, comme disait Clémentine, qui va prendre quand même du temps. Ça veut dire qu'il y a une patience qui doit être derrière. Après une chirurgie, parfois, oui, j'ai peut-être 30 à 40% des patientes qui vont ne plus avoir de douleur parce que j'ai pu libérer les adhérences, tout le reste, mais il y a quand même une bonne moitié où la douleur va persister encore plusieurs mois. Et c'est là où c'est important de venir avec le reste et travailler aussi surtout sur ce mental pour réduire la partie du stress, hein, qui, je pense, est presque le numéro un avant aussi l'alimentation et le style de vie. Je ne sais pas ce que vous en Absolument. pensez. Absolument. Et je lisais un article très intéressant hier, un article de recherche canadienne qui expliquait que la meilleure manière de réguler son cortisol, c'était d'augmenter son ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de la connexion, hein. Si vous faites Ouais. un gros câlin à quelqu'un que vous aimez, il y aura plein d'ocytocine qui va se libérer dans votre organisme et ça va automatiquement contrebalancer le stress. Et ils expliquaient que du coup, on était dans une époque où on avait de moins en moins de contacts aussi. Et donc, pour équilibrer votre cortisol, entre autres choses, de faire des câlins aux gens qui vous entourent, Voilà.
à vos animaux, etc. Et ça, je trouvais vraiment intéressant et important d'en parler aussi. Oui, les relations humaines, c'est important. Oui, Donc, oui. c'est fondamental. Donc, alors, voilà, la discussion est ouverte. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Euh, Est-ce qu'il y a des questions, Amélie? Allô? Oui, 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 je suis là, je suis Ah, là. On en a une. oui. Lorsqu'on parle de mettre en place un réseau d'aide, est-ce que le drainage lymphatique et la kinésiologie peuvent être utiles selon vous? Je vous laisse répondre, Clémentine, Alors, plutôt. ben, comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, c'est vraiment la patiente qui est au centre de son équipe, hein. C'est elle la leader de son équipe. Donc, si votre intuition, c'est que vous avez besoin d'aller voir un kinésiologue parce qu'il y a des choses, des croyances inconscientes à résoudre, alors oui, bien sûr que ça peut aider. Et le drainage, bien entendu, le drainage va de toute façon tout le temps aider dans le contexte justement d'une décongestion et d'une désinflammation globale du corps. Donc absolument, la réponse est oui et oui à ces deux Peut-être, questions. Oui, Clémentine, oui, tu pourrais, Clémentine et Igor d'ailleurs, vous oui. pourriez nous parler de potentiellement toutes les professions médicales, paramédicales ou autres qui pourraient être un soutien en fait pour les femmes qui souffrent d'endométriose, puisque tu nous dis que c'est la femme elle-même qui est au centre Mhm. qui est le chef d'orchestre de son équipe. Quel professionnel est-ce qu'elle pourrait faire intervenir en fait j'imagine que c'est très large, hein, mais Oui, 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 non, je suis en train de réfléchir par rapport aux patientes que j'ai qui ont mis ça en place. Alors, il y a souvent un psychothérapeute qui connaît la maladie qui est impliquée, hein, qui va travailler avec des techniques d'hypnose pour aider à la gestion de la douleur, ou alors un hypnothérapeute formé dans la gestion de la douleur chronique et de la sensibilisation centrale. Il y a la kinésiologie, c'est souvent quelque chose que mes patientes utilisent quand elles sentent qu'elles ont certains schémas de pensée qui vont les maintenir dans une notion de survie dans leur vie quotidienne. Il peut y avoir, c'est tellement large, il peut y avoir des thérapeutes somato-émotionnels aussi, hein, qui vont venir travailler avec le corps et les émotions de la personne. Il y aura souvent, tout le temps, en fait, un nutritionniste, comme je le disais, ou un micronutritionniste. Il y a des médecins formés en micronutrition ou des médecins formés en médecine intégrative ou des naturopathes, mais qui doivent être spécialisés dans la pathologie en particulier, parce que c'est quand même une prise en charge très particulière. Des coachs sportifs qui connaissent la pathologie, des cours de méditation, des applications, comme je le disais, qui peuvent être utiles. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées. C'est à peu C'est près ça. extrêmement large, hein. Ouais. C'est très très large. Et puis, comme on disait un petit peu au début, hein, euh, il n'y a pas une endométriose, même si on a des stades il y a pas une, et la sensibilité est différente pour chaque personne. Donc, je pense que effectivement, c'est d'avoir le thérapeute qui est le plus nécessaire. Peut-être, on sait, il y a un certain nombre d'études qui montrent aussi les traumatismes dans l'enfance ou l'adolescence, hein, qui vont amplifier le risque d'endométriose plus tard. Ça peut être soit la maltraitance verbale ou physique ou des abus, hein, qui vont avoir cette tendance. Donc là, peut-être que ça sera de s'orienter d'abord vers la psychothérapie et puis travailler sur les émotions. Parfois, il n'y a pas ça. Ça peut être simplement euh, donc on peut même avoir des RH au travail, hein. J'ai vu des patientes où simplement elles ont changé de profession, de travail et de lieu, bah, c'est parti. Ou changer de mari, des fois, de compagnon, hein. Parfois, hein, s'il y a des pervers narcissiques ou que sais-je. Non, mais en fait, c'est très large. C'est très large. Et puis ça, c'est peut-être un petit peu, s'il y a un généraliste ou un gynécologue qui est un petit peu sensible là-dedans, ça va être déjà un petit peu dans les différentes questions pour voir voilà, les éléments déclencheurs. Moi, je vois, euh,
j'avais une patiente tout récemment qui travaillait dans un milieu judiciaire. Elle pensait qu'elle aimait ça. Elle avait fait du droit. C'était extrêmement rigide. Puis en fait, au fond d'elle, c'est pas ce qu'elle voulait. C'était une créative, puis avec en fait, j'ai dit, je l'ai sorti, j'ai dit, mais je ne vous vois pas du tout dans ce travail. Donc, on a fait l'intervention. C'était une endométriose stade 3. Ça persistait encore. Elle avait de la peine à lâcher. Et puis, du coup, à côté, elle aimait bien le voyage. Sa sœur était déjà dans le voyage. Et elle a donné sa démission. Maintenant, elles sont parties les deux au Brésil. Il n'y a plus aucune douleur, il n'y a plus rien. Et puis, elles ont démarré leur structure. Donc, voilà, c'est très, très large. C'est vraiment large. Moi, je dirais la question à se poser pour vous, si vous souffrez d'endométriose ou les gens autour, c'est de dire, tiens, j'ai eu une crise, qu'est-ce qui s'est passé dans les jours avant ou les semaines avant? Il peut y avoir une douleur typique, mais ou est-ce que c'est, je sais pas, je vais au travail, j'ai la boule au ventre, ou est-ce que c'est des choses aussi du passé, hein? On peut être dans un travail qui nous plaît bien, mais c'est toujours de voir quels ont été des éléments déclencheurs, ou on peut même faire le rétro à 5 ans ou 10 ans en arrière. Quels sont les éléments déclencheurs? Et je vois aussi chez mes patientes adolescentes, souvent c'est le milieu école, du mobbing, ou voilà, des difficultés en classe, ou pas assez d'aide ou de soutien. Ça va créer des flambées de douleurs lors des règles. Alors clair, on va proposer une pilule au début, mais c'est clairement aussi des éléments qui doivent être connus dans les structures scolaires. Donc là, ça c'est un exemple, mais il n'y a pas il y a pas une forme d'atteinte d'endométriose, c'est une sensibilité. Puis parfois, c'est tellement profond dans le subconscient que même pour la femme ou le thérapeute, c'est difficile. Mhm. Clémentine, on a une question de Géraldine qui a commencé il y a quelques mois un suivi chez une ostéopathe. En Mhm. fait, elle demande quelle est la fréquence que tu recommandes pour les consultations par rapport aussi aux périodes de règles, avant, pendant, après. Ok. La fréquence, c'est à peu près au début toutes les 3 semaines. En tout cas, après, de nouveau, hein, ça va s'adapter à la patiente. Mais là, je fais quelque chose de générique. Toutes les 3 semaines pendant environ 6 mois, suivant l'atteinte. Il est mieux d'éviter les périodes douloureuses. Donc, ça dépend. Si ce sont les règles, la plupart du temps, qui sont douloureuses, on évite cette semaine-là. Mais parfois, l'ovulation est aussi douloureuse. Donc, en fait, on va éviter les périodes douloureuses. Voilà, pour ne pas rajouter encore de la sensibilisation centrale si on vient faire une manipulation en interne qui est douloureuse, par exemple. Voilà, je ne sais pas si ça répond suffisamment à la question. Merci, Oui, et on nous Géraldine. demande aussi si les prestations, donc j'imagine avec tous les professionnels dont vous nous avez parlé, sont prises en charge par les assurances maladie. Mhm. Alors, dans ce qu'on a dit, on vous a donné plein d'informations. Alors, de nouveau, hein, chaque personne atteinte d'endométriose ne doit pas avoir un psy, une ostéo, une physio, une kinésiologue, une nutritionniste, etc. Donc déjà, on va vraiment cibler, on va choisir. Donc, par exemple, la plupart des prestations en nutrition, naturopathe, etc., sont prises en charge par les complémentaires. L'ostéopathie aussi. La physio sera prise en charge par la base. Et ensuite, si on a une complémentaire, ça c'est voilà, il y a quand même aussi la kinésiologie qui est prise en charge. Il y a même certaines complémentaires qui vont rembourser les séances de coaching sportif, etc. Donc voilà, mais de nouveau, il ne faut pas se sentir accablé en se disant je dois avoir une vie parfaite, il faut que j'ai 15 personnes dans mon équipe de soutien, etc. Non, pas du tout. Parfois, c'est aussi simple que de Oui. venir avec son partenaire de vie chez le gynécologue qui va expliquer en fait qu'est-ce qu'on a, quelle est notre condition et que la personne comprenne bien et commence à nous aider à faire le repas qu'il faut ou à changer de régime alimentaire. Ça peut être des choses très très simples. Donc voilà, j'espère que ça répond à votre question. On n'a plus de questions, à moins que, voilà, si quelqu'un veut poser une dernière question dans le chat, allez-y. Il est 19h30, donc Voilà. nous avons Le temps passe, hein. terminé. Après, Voilà.
Moi, j'ai une Alors, dernière question pour vous, Clémentine et Igor. Oui. Donc, vous nous avez dit qu'on peut avoir beaucoup de personnes dans l'équipe autour de nous pour assurer le traitement de l'endométriose. Est-ce qu'il y a un professionnel dont on ne peut pas se passer? Est-ce qu'il faut avoir au minimum une ou deux professions qui seraient au moins le cercle indispensable réduit, ou c'est vraiment variable en fonction des femmes, des stades, etc. Alors, c'est vraiment variable, mais je dirais comme ça, un médecin et une personne qui nous aide avec le... Oh, c'est vraiment variable, hein. Un médecin et une personne qui nous aide avec le régime alimentaire au début, à le mettre en place. Moi, je pense que ça, c'est un petit peu la base. Et après, si on a, par exemple, une application comme Live, on peut l'utiliser pour tout ce qui est exercice de respiration. Et même, il y a des cours de sport hein, sur l'application, par exemple. Donc, je dirais ça. Voilà. mais je suis d'accord. Et puis, des fois, juste voilà, l'application maintenant a énormément de liens, de pouvoir savoir un petit peu où on est. C'est vrai que le noyau, ça va quand même être un médecin qui a quand même une connaissance de base. Ça peut être le gynécologue, ça peut aussi être le médecin traitant, hein. Il y a des pays où il n'y a pas un accès aussi facile au gynécologue. En Angleterre, ça va être des médecins généralistes. Et puis ensuite, ça peut être des choses toutes bêtes, hein, quand on comprend l'alimentation oxydante. Moi, j'ai une patiente qui a simplement arrêté le Red Bull, les boissons énergétiques. Et honnêtement, la douleur s'est réduite de 80%, parce qu'elle a eu ce conseil. Donc voilà, je pense que ça, ce seraient les éléments principaux. Puis ça dépend de nouveau de chaque patient, du besoin d'accompagnement, si sont plutôt autonomes, si elles ont besoin de soutien. Mais ouais, je suis d'accord avec Clémentine, c'est les deux. Mhm. Voilà, bah écoutez, on arrive au bout de l'heure. Euh, Merci beaucoup d'avoir participé. Vous allez pouvoir revoir ce webinaire en replay sur notre chaîne YouTube, Clinique Suisse TV. N'hésitez pas à vous abonner. Amélie va juste vous mettre le lien de la chaîne YouTube. Comme ça, vous serez au courant. Il y a d'autres webinaires qui étaient également sur l'endométriose, d'autres éléments sur la santé de la femme. S'il y a encore des questions, eh bien, n'hésitez pas. Je le dis pas parce que Clémentine est là, mais Clémentine est une ostéopathe exceptionnelle, hein. C'est vraiment, j'ai des excellents retours. Donc, vous pouvez aussi vous adresser auprès d'elle. Je sais que vous êtes bien chargé, Oui. mais vous avez aussi Mais une on équipe, forme, hein, c'est on juste. forme, on forme, on forme. On s'occupe de la formation de manière intensive. Voilà, c'est ça. Mm. Donc, on vous trouve sur Lausanne. Et puis, voilà, donc, merci encore. Toute belle soirée. Et puis à bientôt. Merci Clémentine. Au Merci, revoir. merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. Au revoir.